Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo où je vais présenter le match de ce week-end où la France va jouer contre l'Afrique du Sud. Tout d'abord, je voudrais vous dire merci pour les retours que j'ai eus sur la dernière vidéo et je vous avoue que je me suis fait un peu sécher sur le titre quand j'ai écrit comment la France a plié l'Australie. En effet, c'est peut-être un titre un petit peu pompeux comme certains l'ont dit ou arrogant, mais j'aurais pu rajouter un mot, c'est fait. Comment la France a fait plier l'Australie. Et c'est vrai que le titre aurait été sûrement beaucoup plus adapté, mais c'est fait et tant pis. Et des fois, on n'a pas le temps forcément ou l'inspiration sur le moment, la lucidité pour être bon sur le titre. J'essaye déjà d'être bon sur les analyses avec les connaissances que j'ai et j'essaye de vous les partager. Et donc évidemment sur le titre, n'hésitez pas à me les envoyer en amont si vous voulez que je sois bon sur les titres. Pour ceux qui se demandaient dans la dernière vidéo quelle était l'adresse de mon Airbnb, déjà ça c'est le Airbnb, c'est là-dedans que ça fait 7 mois que je passe mon temps à effectuer des travaux pour pouvoir le louer. C'est sur un petit village des bords de Loire. C'est un ancien chai. Pour ceux qui ne savent pas, un chai, c'est un endroit où on produisait le vin. C'est pour ça que vous avez un pressoir à vin au milieu du salon. J'ai décidé de le laisser au milieu du salon et j'ai essayé de faire un endroit avec du cachet. Si vous voulez boire du bon pinard et profiter de la région, visiter des châteaux, franchement c'est top, alors n'hésitez pas. Tout d'abord, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été contentes de la prestation de l'équipe de France contre l'Australie. À mettre en relief avec une chose, je ne sais pas si vous vous souvenez, le premier match du tournoi des 6 nations l'année dernière contre l'Italie, même chose, on avait beaucoup joué au pied, on avait gagné le match et tout le monde avait crié mais on ne produit pas de jeu, c'est pas bon, etc. Alors il faut savoir quand même une chose, c'est qu'au niveau international, les matchs, j'ai pas envie de dire c'est pile ou face parce qu'il y a énormément de préparation derrière, mais il n'y a pas de match facile. L'Italie est allée gagner au Pays de Galles, il y a que des surprises au niveau international. Et donc, c'est le plus compliqué, c'est de réussir à gagner ces matchs-là. Et même si on ne fait pas un match où on a l'impression de ne pas bien jouer, on arrive à le gagner. Il ne faut pas oublier quand même qu'on a des occasions d'essai, mais qu'on ne score pas. Si on score, le match est vraiment différent. Comme je vous l'ai dit, je me lance un petit peu plus dans la chaîne YouTube maintenant que les travaux sont finis. Et je me lance dans cette chaîne parce que j'aime beaucoup le rugby. J'aime bien analyser tout ce qui fait que le haut niveau, c'est le haut niveau. Dans chaque staff, il y a des mecs qui sont payés. Ils sont 4, 5 analystes vidéo pour décortiquer les techniques de l'adversaire. Il y a des entraîneurs attaque, défense, comme j'aime bien le dire. Et les matchs de très haut niveau, que ça soit du top 14 ou au niveau international, c'est souvent très serré et ça se joue à des détails. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est trouver des petits tips et vous les partager. Par exemple, sur le match Irlande-Afrique du Sud, j'ai réussi à noter dans le jeu de l'Irlande des petits tips qu'on arrive à voir 4 ou 5 fois dans le match, mais qui te permettent d'optimiser une action, que ce soit une séquence offensive ou défensive. Et en fait, c'est ces petits tips qu'on cherche quand on entraîne au rugby ou qu'on joue au rugby pour devenir un meilleur joueur, un meilleur entraîneur, et quand on est tout simplement passionné de rugby, en fait, pour mieux comprendre le jeu. Les enjeux de ce match, pour moi. Les enjeux de son match pour que la France elle arrive à faire la meilleure performance possible contre les Box, ça va être la suivante. Je pense que le match il a laissé des séquelles déjà entre l'Irlande et l'Afrique du Sud au vu du nombre de blessures. C'est ce que je mets dans le débriefing, c'est que la première mi-temps dure 55 minutes avec 15 minutes d'arrêt de jeu, soit pour de la vidéo, soit pour des blessures. C'est juste hallucinant. En fait, quand on regarde le match, le nombre de joueurs qui sortent sur blessure et le nombre d'arrêts de jeu, c'est vachement impressionnant. Donc je pense que le match il va avoir laissé des séquelles. Je ne me fais pas de soucis pour l'intensité puisque l'intensité c'est quelque chose qu'on est capable de mettre avec cette équipe de France. À ce niveau-là, de toute façon, les joueurs sont préparés à mettre de l'intensité. En revanche, la question que je me pose c'est est-ce qu'on va être capable de maintenir ce degré et cette exigence d'intensité pendant 80 minutes, surtout avec de la lucidité puisque l'intensité ça va être possible de le faire, mais plus la fatigue va commencer à arriver et plus il y a des fautes potentielles qui vont arriver. Ils ont notamment leurs piliers Kirchhoff et Marx qui vont basculer sur le banc. Et donc, il y a leur première ligne qui est titulaire ou remplaçante. On ne sait jamais qui va commencer la première mi-temps. Et quand les mecs vont rentrer, est-ce que nous, on va être capable de maintenir le degré de lucidité nécessaire pour ne pas faire des fautes en seconde mi-temps? Moi, c'est mon gros point d'interrogation. Le deuxième enjeu pour moi, ça va être... Comme on l'a vu dans le débrief de Irlande-Afrique du Sud, ils ont mis en place une défense ultra agressive derrière, que ce soit sur les lancements de jeu ou dans le jeu courant. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'en France, on va réussir à trouver le degré de profondeur nécessaire pour pouvoir jouer proche de la défense tout en préservant la possibilité pour le réceptionneur de la passe de rajouter une place de plus et de déplacer le ballon. Si on arrive à bien jauger cette distance à laquelle il faut être pour pouvoir jouer proche de la ligne d'avantage sans non plus prendre la pression et se faire coffrer avec le ballon, je pense que ça peut être une
des clés du succès pour réussir à trouver de l'espace. Je vais terminer cette vidéo en ouvrant un petit peu le débat. Je pense que ça arrive à tout le monde de ne pas être bon sur un match, et même quand on s'appelle Antoine Dupont et qu'on est le meilleur joueur du monde, eh ben, on n'est pas forcément au top. Après, tout le monde dit qu'il a été mauvais, effectivement il n'a pas été bon au pied. Dans le reste du jeu, moi ça ne m'a pas choqué plus que ça. On est sur un record de victoires, mais on est aussi sur une tournée d'automne et non dans une coupe. D'accord ? C'est une tournée et pas un tournoi. La question que je me pose, c'est est-ce que Antoine Dupont, sachant que c'est ton capitaine et sachant que c'est un joueur qui est capable de te faire la différence tout seul à n'importe quel moment, est-ce que oui ou non il faut le faire sortir pendant le match pour faire rentrer Lucu? Et c'est une vraie question sur la gestion des joueurs, puisque ce que je ne souhaite pas, mais si Dupont se blesse pour la Coupe du Monde, c'est Lucu qui va embrayer en numéro 1. Et donc quand ton capitaine Dupont n'est pas dans le match, est-ce que oui ou non tu dois le faire sortir, ou est-ce que tu le maintiens sur le terrain en sachant qu'il va pouvoir t'amener une différence potentielle à un moment? On est maintenant à 1 an de la Coupe du Monde. La question que je me pose, on est sur une série de 11 victoires, peut-être 12 ce week-end contre les champions du monde, ou peut-être pas. Est-ce que pour préparer cette Coupe du Monde, on peut uniquement construire dans la victoire? Est-ce que la défaite ne permet pas de rationaliser les choses et de faire redescendre un petit peu les égos, de remettre les pieds sur terre? Ou est-ce qu'on est dans une telle dynamique de gagne qu'on marche sur tout le monde? Et ça, c'est la vraie question, puisque si ta première défaite ou la première fois où tu es réellement en difficulté, ça arrive pendant un match éliminatoire de la Coupe du Monde, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Donc, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Dites-moi si oui ou non, c'est une bonne chose de construire uniquement sur des victoires. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Merci de me mettre un petit commentaire et un petit pouce vers le haut. Si tu as la possibilité, abonne-toi et mets la petite cloche pour avoir des notifications des nouvelles vidéos. Et si tu as des envies particulières sur les vidéos, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Allez, tchuss et bon match samedi. Et le dernier point que j'ai trouvé très limite, je ne sais pas si c'est dans l'esprit de la règle ou non, c'est que à chaque fois qu'il y a un joueur qui vient contre-roquer très fort, il laisse traîner volontairement, comme on le voit ici, son pied sans toucher au ballon, et dès que le 9 relève le ballon, il vient mettre son pied pour forcer le 9 à faire tomber le ballon ou pour taper dans le ballon ou les bras du 9. Et ça, je me demande si c'est quelque chose qui est autorisé. Je pense que c'est pas autorisé de venir taper le ballon. En revanche, il reste quand même dans la règle puisqu'il ne tape pas le ballon tant que le ballon est dans le ruck.